Tout savoir en 60 minutes. Voici En 60 minutes avec Céline Lebel. Alors bonsoir Jean-Claude Commerlot, merci d'avoir accepté mon invitation. Ce soir, tu rends hommage à deux hommes, M. Richard Lehir et M. Bernard Landry. Tu veux commencer avec lequel? Parce que plus particulièrement celui avec qui j'avais une relation qui était suivie depuis plusieurs années. Et on a beaucoup travaillé ensemble au quotidien. Et puis c'est M. Lehir, M. Richard Lehir. Et puis hier, j'étais avec la famille dans une réunion assez privée. Et puis on est revenu sur... tu sais, ce que je leur disais, c'est que c'est un homme qui a beaucoup sacrifié. On sait que M. Lehir, il a eu une carrière, il n'était pas nécessairement destiné pour arriver en politique, là. Il a occupé des postes qui étaient très lucratifs, importants. Il a fini l'association des manufacturiers, était président, c'est lui qui animait la scène. Depuis, on n'entend plus tellement parler de cette association-là. C'était vraiment lui qui était le leader de ça. Mais avant ça, comprendre que ce qu'il a sacrifié, c'est qu'il a été VP, vice-président pour une section de Texaco Canada. Et puis, tu sais, pendant qu'il était là, il emmenait large, là. C'est des entreprises milliardaires qui ont des pouvoirs très importants et qui ont des ressources. Et puis quand vous êtes là, vous faites juste faire un passage là, puis ça va bien pour la suite de votre vie, là. Alors, donc, quand il était là, il y a une anecdote, juste pour dire ce qu'il a sacrifié. Okay? Il y a un moment donné, lui, il est au développement des affaires sur des dossiers spéciaux. Entre autres des sites à mettre en exploitation et comment aller sonder les populations autour pour l'acceptabilité sociale, ça commençait à ce moment-là. Donc, à un moment donné, la direction de Favenay dit « Monsieur Lehir, il y a un problème avec votre compte de dépenses. » Lui, il n'est pas sous l'impression d'abuser, mais il dit « C'est quoi le problème? » Il dit « Vous dépensez pas assez. » Il dit « Dans votre poste, là, ça vous prend, entre autres, une cave à vin, toutes des grands crus, les meilleurs hôtels pour vos invités, les meilleurs restaurants, top tout le temps, etc. OK? Alors donc, comprends, tu sais, je veux dire, c'est pas gérant d'épicerie, là. Il y avait cette carrière-là qui se développait. Après, il a été à Molson. C'est lui qui a eu la charge du dossier de commémorer le 200e anniversaire de Molson. À ce moment-là, on lui a ouvert un budget avec des portes ouvertes à l'international pour rencontrer, entre autres, il m'a raconté quand il avait été reçu en Belgique par un espèce de baron, c'était la famille qui était propriétaire d'une brasserie qui avait 700 ans d'histoire, etc. Il est arrivé à l'avion, il n'y avait plus, il n'y a rien d'autre qu'une limousine. Qui ont pris ses bagages direct de l'avion, puis fini, il n'y a pas de douane, il n'y a rien. Tu sais. Je veux dire, c'est pas une représentation commerciale ordinaire. Là, il s'est retrouvé dans le restaurant de référence là-bas à Bruxelles. Puis pour l'occasion, le baron, il avait fermé le restaurant. Tu comprends? C'est comme, il évoluait là-dedans, OK? Et puis, au moment où il reçoit l'appel du politique, il est avec l'association des manufacturiers et Parizeau le veut parce qu'il va venir faire les fameuses études qui vont donner une crédibilité économique au projet d'indépendance. C'est critique, ça, dans l'argumentaire. Tu comprends qu'en se plaçant là, il se place dans un poste stratégique et puis dans un match où pour le Canada, c'est l'existence du Canada qui joue, donc tous les coups sont permis, et il va se faire tirer dessus. Alors lui, il a répondu à l'appel du politique parce que
sais, il y avait, pour lui, le bien public, c'est important. C'est un honnête homme. Hein? C'est pas comme, pareil comme un homme honnête, là. Un honnête homme. C'est, pour lui, c'est un appel, puis il disait, on va me mettre au service de cette nation, qui est la mienne, tu sais, parce que quand même, c'est pas n'importe qui. Et là, il y a une certaine naïveté là-dedans, j'ai toujours trouvé, parce que, écoute, ça va brosser, OK? Et donc, il est sorti de là, de la politique. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça va passer? Ben, il est dans un poste stratégique. C'est lui qui va donner une crédibilité financière, économique à un Québec indépendant. OK? Alors donc, c'est très important de torpiller ça. OK? Ça fait partie, parce que le monde, tu le sais, le monde avait peur, il s'agissait de les rassurer, de leur dire, ben non, regarde, on va survivre économiquement, il n'y a pas de problème, etc. Et puis donc, ça jouait là, tu sais, c'était pas sur le culturel. Le culturel, ça travaillait, mais l'économique, les gens avaient une crainte, et lui, il était là pour dire, regardez, je connais ça, l'économie, là, j'ai occupé des postes, etc. Je vous dis, voici les études. Et puis voilà, il n'y a pas de problème, il y a une continuité, etc. Bon. Est-ce que c'est à ce moment-là aussi qu'il a changé son fusil d'épaule quant aux ententes de libre-échange? Bien, c'est que oui, le Québec ont compris qu'au Québec, même les syndicats, etc., par rapport au libre-échange, c'était qu'on échappait au commerce Est-Ouest Canada. Donc, on n'avait plus besoin de trait d'union pour la souveraineté, parce que là, le commerce, il allait être nord-sud, ce qui est arrivé effectivement, et ça nous sortait un peu de l'emprisonnement économique vis-à-vis du Canada. Ça, ils ont tous compris ça ici au Québec, c'est pour ça qu'ils ont poussé très fort pour ça, et puis tantôt, Bernard Landry a joué un rôle clé là-dedans, on va y revenir après, mais monsieur... Bon, donc, M. Lehir, il va sortir de la politique durement ébranlé. Il va avoir de la misère à s'en remettre. Et puis, c'est quand il revient à la politique, parce que ça, c'était comme, mettons, la politique officielle, hein, la politique... puis quand il revient à la politique, il revient par le site Vigile. Et là, il va commencer à écrire, etc., puis... Moi, je fréquente Vigile. J'écris des fois sur Vigile. Et donc, je le vois apparaître à l'écran. Hop, c'est qui ce monsieur-là? C'est un ex-ministre. Ah oui, là. Tu sais, je veux dire, c'est déjà intéressant qu'il vienne sur Vigile. Là. Fait qu'il relève le niveau. Hein. Et puis, là, j'ai décidé. Je voyais qu'il s'occupait de. Un volet qui est très important. Tu sais, on est dans un combat politique, mais il y a une part économique qui est très importante. Et lui, il avait compris que il y a des intérêts financiers très puissants qui manœuvrent pour nous déposséder. Hein, c'était son terme, c'est son grand terme. Okay? Puis lui, il était capable de comprendre un peu comment ça se joue ça dans ce milieu-là. Parce que nous, on peut l'imaginer en tant que militant, mais on ne l'a pas fréquenté. Lui, il l'a fréquenté. Alors, il amenait un éclairage qui est très intéressant. Fait que là, moi, j'ai dit, il faut que je rencontre ce monsieur-là. J'ai dit, ils sont en train de nous piller l'Hydro-Québec, etc. Puis là, fait que là, je suis parti, puis je suis allé le voir chez eux, j'avais communiqué avec, et puis là, c'est là que commence notre relation. Et puis, parce que lui, il voyait que, bon, un militant, c'est un militant, arrive, tu as une contribution à faire, il t'écoute, puis il en ajoute, puis il te relance, puis etc. Et puis donc, tu as intérêt à avoir quelque chose à dire qui se tient, là, sinon... et là... avec lui commence pour moi une aventure intellectuelle. C'est une aventure intellectuelle. On partageait au quotidien de l'information. On a été retourné sur notre histoire. Allez voir, parce que là, c'était assez clair qu'on était dans un cul-de-sac. De plus en plus clairement, on était dans un cul-de-sac. Donc,
on s'était enfermé dans quelque chose qui était piégé, qui était le référendum sans effectivité, là, sans garantie que ça va mener quelque part, alors que le fédéral disait qu'il n'allait pas reconnaître les résultats. Bon, OK? Alors, c'est ça, là. Et puis, ça, c'est qu'on clarifiait un peu la situation, qui est la situation actuelle, les stratégies, et puis aussi d'où ça vient sur l'histoire. OK? Donc, c'est un... Puis, c'est quelque chose qui, pour moi, tu sais, quand tu es en lien, mettons, au niveau d'interroger l'histoire avec quelqu'un qui a une formation classique, OK? De haute tenue, tu sais, que... Tu comprends? Il y en a vu, il y en a vécu. C'est ça, puis il y a une profondeur historique dans ses analyses, etc. Puis là, c'est enrichissant, tu sais, parce que là, toi, tu arrives avec des choses, oui, OK, parfait, voici le contexte, voici, etc. Oh, fait que c'est quelqu'un qui m'a tiré vers le haut, puis qui m'a entraîné à... Quand je faisais des émissions avec lui, tu vois, il fallait que j'arrive avec des informations que si j'allais émettre une opinion, il fallait qu'elle soit appuyée sur du solide. Sinon, ça avait l'air d'une nuisance dans l'émission. Tu comprends? Alors, donc, ça me forçait continuellement à travailler, puis à documenter, etc. Et on avait des discussions, pas trop d'accord, mais l'affaire, c'est qu'on voulait comprendre l'histoire et le piège dans lequel on était. Et puis on est revenu complètement à renverser, par les recherches qu'on faisait, par les discussions, en élargissant le groupe, à renverser la perspective qu'on avait sur l'histoire depuis toujours. Tu sais, on a grandi, là, nous, là, avec les années 60, à manger du curé, je veux dire, j'avais cette lecture-là de notre histoire qui était honteuse avant, etc. On s'est aperçu que c'est pas si simple que ça, puis ceux qui ont beaucoup sacrifié à une autre époque pour qu'on existe comme nation, eh bien, méritait une considération et non pas le dénigrement. Et donc là, ça renversait les choses. Puis éventuellement, on comprenait que la clé pour nous sortir dans laquelle l'histoire nous a enfermés comme nation, elle se trouvait dans notre passé et non pas à partir du mouvement souverainiste. Là. OK? C'est que... Donc, M. Lehé, c'est tout ça, mais aussi une relation personnelle parce que c'est pas tout le monde qui accepterait de travailler avec moi publiquement. OK? C'est pas tout le monde, c'est comme ça. Et puis, lui, ça ne le dérangeait pas du tout parce que on était dans une camaraderie qui était forgée dans une lutte pour l'existence d'une nation et non pas pour un projet de société. Là. Okay. Nous, on était dans l'existentiel, dans notre lecture, c'est ce qui nous motivait. Alors donc, est-ce que tu pourrais dire s'il était satisfait s'il était conscient de toucher, s'il savait combien de gens il touchait, parce qu'il a dû vouloir ça, lui, aussi, là, en travaillant si fort, que ça atteigne le public. Est-ce qu'il était... il était sur le cas avec un monsieur en France qui était un lanceur d'alerte, mais qui aussi qui a fouillé un dossier et qui impliquait les Desmarais. Et on sait que M. Lehé, il avait ciblé les Desmarais pour la grande manœuvre derrière les rideaux. Ouais. Et là, il y avait vraiment les empreintes sur les papiers, là, OK? Alors donc, il était sur ce cas-là, et puis il devait aller... Il y a un livre qui a été écrit là-dessus, sur le piratage des États et qui part de ces documents-là, que M. Kuhn puis M. Lehé avaient travaillé, parce qu'ils ont joint leurs recherches, là, et puis il était très pertinent, là, le Richard, là-dedans, et il devait se rendre en France, travailler avec, il y avait une porte ouverte là, puis c'était imminent. Okay. Alors donc, tu comprends, il rayonnait, là, parce que ces clés, là,
pour décoder le jeu là, des conseils d'administration, etc., comment ils manœuvrent pour finalement s'emparer du bien public. Son travail est exceptionnel là, puis il est très utile parce que, comme je te disais un peu avant, il y a deux combats. Il y a un combat politique, oui, mais le mouvement souverainiste néglige le combat économique. C'est qui est installé dans l'État, puis qui fouille des caisses, puis etc., puis qui oriente les décisions. Là. Ça, là, puis ça, sur ce front-là, il était équipé intellectuellement puis professionnellement pour décoder les situations comme personne. Alors, c'est une contribution très importante, parce que je te rappelle que lors de la Révolution tranquille, l'équipe du Tonnerre, il menait un combat politique et économique. C'est ça l'affaire. Ça, on l'a oublié, ce volet-là. Et lui, il nous le rappelait. Mais là, pour le dénigrer, excuse, il y en a qui disaient, bon, mais c'est la théorie du complot. Ben oui, le complot. C'est plutôt les réseaux d'intérêt, là. C'est ça. Puis leur méthode. C'est comme si... Non, eux autres sont très neutres, là, ils regardent des choses aller, là, puis des brassages de milliards, puis... Mais c'est de notoriété publique. Ben oui, mais c'est ça. Là. Mais quand... Si tu n'en fais pas un cas, OK, comme il faisait l'équipe du Tonnerre, il disait, regarde, les trusts anglo-saxons, c'est nos adversaires. On doit les contrer. On doit avoir d'autres leviers pour les contrer, sinon on ne se libérera jamais. T'sais, il faisait un écho à Lionel Gros qui dit, ça ne sert à rien de crier « Vive l'indépendance » si tu n'as pas fait ton indépendance économique. Tu changes tes chaînes pour d'autres chaînes, point final. Donc, on était dans cette continuité-là avec lui. Et, M. Lehir, il y avait cette perspective-là, cette compréhension-là. C'était très stimulant d'échanger avec, puis de fouiller, puis des informations, puis le sens qu'il pouvait donner à ces informations-là. C'est une grande perte. C'était une grande perte pour la lutte. T'sais. Puis, il demeure que quand il était dans sa deuxième phase politique, avec les militants, puis avec il était plus dans sa nature à lui. Il faisait moins de sacrifices par rapport à ses valeurs, ce qu'il croyait, etc. Il allait au bout de lui-même avec ça. Et puis, je pense que cette période-là, ça lui a permis d'exorciser la période où il avait tant sacrifié pour la politique, puis il en était sorti brisé, profondément meurtri. Même aux côtés de Jacques Parizeau. Oui, parce que tu as ceux d'en face, puis tu as ta propre famille politique à un moment donné qui... Et puis là, il était brisé à un tel point qu'il a perdu son orientation, puis s'est retrouvé avec des fédéralistes, tu comprends? Un peu comme Guy Bertrand, là, avant de revenir à se refaire. Ah bon? Il y a une période de guerre. Ben oui. Puis ça, c'est une période où ce que les gens ils s'en servent pour dire « Ah, c'est un... » Tu sais... Il avait trahi la cause, blablabla. Ça, c'est tout du blabla. Lui, il a beaucoup sacrifié. Et on ne peut pas le dire pour d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui ont fait carrière sur la marque de commerce souverainiste. C'est pas facile de rester en politique, hein? Non, c'était pas son cas. C'est pas un combat facile. Lui, il le sait. D'autres qui ne s'engagent pas véritablement, mais qui font du surf sur la marque de commerce, eux autres, ils n'auront jamais payé ce prix-là. Alors donc, pour moi, c'est un patriote avec un parcours très éprouvant. Et puis, moi, avec lui, je m'entendais très bien. C'est une aventure intellectuelle qui se termine dans une fatalité comme ça, puis ça laisse un grand vide. T'sais. Alors, Monsieur Lehir, on continue. Maintenant, il y a un lien à faire avec M. Landry, parce qu'on va passer à l'autre. C'est que M. Landry, moi je le sais parce que j'allais dans des activités politiques, puis M. Landry est facile d'abordage, tellement qu'à un moment donné, c'était en 2016, j'étais... 2017. J'étais dans un lancement d'une revue acadienne à Verchères. Il était là. On était dans un petit espace. Il y avait... et là, on attendait que l'activité commence. Puis il était là à côté de moi, tout ça. Mais tu sais, quand tu rencontres des personnes qui ont eu
rempli autant de postes, là, puis qu'on a fait autant, là, puis sur une longue période de temps, tu sais, c'est un peu comme intimidant, tu sais. Puis tu sens ça. Puis tu sens les politiciens qui veulent pas te parler vraiment, tu sais. Puis ils vont te dire bonjour, ils vont te donner la main, mais qu'ils... Ou d'autres qui sont engageants, OK? Alors, il y avait une bienveillance dans M. Landry, puis j'avais mon téléphone, j'ai dit, tiens, j'ai une question pour lui, parce qu'il y a deux choses. J'ai dit que pour moi, c'est important pour Landry, c'était la question de savoir, tu sais, lui, il a mené le patriotisme, il a eu cette attitude-là de dire, gars, le patriotisme, c'est pas un mot honteux, OK? Puis il n'était pas gêné de dire « Je suis un patriote », etc. Puis quand il a été premier ministre, ce que d'autres n'ont pas fait, Parti québécois, c'est de dire « Bon, écoute, les patriotes, tu sais, ils ont... Tu sais, c'est un événement, c'est un temps fort de l'histoire, okay? Ils se battaient pour des valeurs, etc. Tu sais, on peut dire, bon, question stratégie, etc., mais l'intention puis le sacrifice est là, etc. Il dit donc, ça, c'est marquant, et donc, tu sais que la fête de la reine Victoria au mois de mai, c'était la référence, à un moment donné, ils ont mis dehors des ormeaux pour tasser cette narration-là de notre histoire, tu sais. Puis lui, bon, mais il a fait évoluer ça vers les patriotes, et je lui ai posé une question là-dessus. Comment ça s'est joué au moment où ils ont fait ce choix-là, OK? Parce que c'est à lui, sa volonté à lui, OK? Ça fait que j'ai une petite captation de ça, on peut l'entendre. M. Landry, on parle de la Fête nationale des patriotes, et à un moment donné, le moment où ça bascule, on passe de dollars des ormeaux aux patriotes de 1837-38. J'ai choisi les patriotes après avoir consulté d'abord plusieurs historiens, parce que le personnage de Dollard des Ormeaux est appuyé totalement par certains et critiqué lourdement par d'autres. Et surtout, comme il y a déjà des municipalités, le Dollard des Ormeaux, il y a des rues, j'ai dit, les hommages qu'il méritait, il les a eus. Alors cette journée-là, qui va devenir un jour férié où les commerces ferment et les gens ne travaillent pas, ça va être pour les patriotes. Et puis je ne l'ai pas regretté. OK. Maintenant, c'est la Fête nationale des patriotes. On pourrait dire qu'on pourrait faire commémorer une série de patriotes qui sont apparus dans notre histoire, mais dans la façon de vous le présenter, c'est centré sur les patriotes de 1837-38. Exactement, oui. Il y a eu des patriotes, il y en a eu, il y en a toujours. Oui, il y en a toujours. On l'espère. Oui, mais ceux à qui on rend hommage, là, c'est ceux qui ont été impliqués dans les batailles. Il y en a qui ont laissé leur vie, qui ont été exilés en Nouvelle-Zélande et en Australie. Alors, c'est à ceux-là qu'on rend hommage. C'est ça. C'était une bataille, finalement, pour rétablir la volonté de la majorité, la volonté démocratique de la majorité sur le pouvoir anglais qui contrôlait. Leur héritage, c'est la démocratie. Ils nous ont laissé la démocratie, ils voulaient nous laisser aussi l'indépendance, mais j'espère qu'avec la démocratie, on va aller à l'indépendance. Oui, parce qu'il y a pas, en réalité, il n'y a pas de démocratie tout à fait sans la souveraineté. Ah, tout à fait. C'est encore la reine d'Angleterre qui est notre chef d'État. Oui. C'est pas ça que les patriotes voulaient. C'est ça. Et puis la volonté du peuple, elle, bon, est supposée être inclue dans les statuts de... Le peuple est souverain, c'est dans les statuts de la loi 99, la loi sur les droits et prérogatives du peuple et de l'État du Québec. Et puis, vous souvenez-vous de ce passage-là, au moment où ça s'est joué, ça, où le Québec allait adopter cette loi-là. Et puis, c'était quoi la stratégie? Puis qu'est-ce que, de l'intérieur, je ne demande pas les secrets du caucus, mais comment c'était perçu à l'intérieur de l'équipe? Non, d'accord, mais c'était aussi une réaction contre le rapatriement unilatéral et la Constitution que nous a imposée Pierre-Éliott Trudeau, qu'on n'a pas accepté et qu'on n'acceptera jamais, parce qu'il a diminué notre pouvoir d'une façon extraordinaire. Il a créé le gouvernement par les juges. Ça veut dire que 9 juges à la Cour suprême à Ottawa peuvent annuler
la décision de 125 députés à Québec. Qui représente la voix populaire. L'unanimité de l'Assemblée nationale sur la loi contre les écoles partielles, par exemple. C'est le bon sens même. 125 députés libéraux comme autres, comme péquistes, votent à Québec pour cette loi. 9 personnes à Ottawa la démantèlent. 9 perruques contre 8 millions de sucre. Exactement, tous nommés évidemment par le gouvernement fédéral. C'est ça. C'est une infamie signée Pierre-Éliott Trudeau. C'est ça. OK. Bien, merci, M. Landry. Et là, la deuxième question que je vais lui poser avec mon petit téléphone, c'est, ça porte sur la paix des Braves. Et là, pourquoi la paix des Braves? C'est parce que la relation avec les Autochtones, c'est problématique. Parce que en 1995, tu as vu qu'il y avait l'utilisation des Cris puis des Inuits, OK? Ça représente les 2/3 du territoire. Un territoire acquis au Québec en 1898 et en 1912, c'est récent, OK? Et là, le fédéral allait jouer sur la partition du territoire, et ça, c'était, disons, ses alliés, OK? Il était allié du fédéral, et moi, j'ai lu, c'était sérieux, là, c'était très sérieux, ça. OK? Cette menace-là de partition, ils l'ont refaite à Lucien Bouchard en janvier 96. Ils ont dit, gars, là, c'était encore kiff-kiff, là, OK? Les appuis, et donc ils ont dit, gars, tu t'en vas vers la partition du Québec. Et c'est pour ça que Bouchard, on lui a dit, c'était un lâche, il a abandonné, etc. Mais je comprends sa situation que quand il se fait dire ça, il n'est pas dans un rapport de force favorable. Et donc, la question de notre relation avec ces Autochtones-là, elle est cruciale pour la suite de l'histoire, là, OK? Et elle a un historique, OK? Donc, moi, je pose la question, parce que, à partir du moment où il arrive avec la paix des Braves, 2001, 2002, qu'est-ce que ça change? C'était ça la question que je lui pose avec mon petit téléphone. Qu'est-ce que ça change par rapport à leur attitude à eux autres, les Cris, par rapport à notre projet souverainiste? Ouais, OK? ouais. Et là, on a on a une réponse, là. Donc, on a un historique avec les Autochtones qui date de très longtemps, la Grande Alliance de Champlain. Oui. Et puis, on a eu cette alliance-là, c'était où il imposait la paix aux ennemis. Oui, la paix de Montréal. C'est ça. Et ensuite, ça a pris du temps, mais ils ont réussi à l'imposer avec la Grande Paix de 1701. Ouais. Puis vous êtes en lien avec cette Grande Paix-là dans une certaine mesure parce que vous avez rétabli les liens de nation en nation avec René Lévesque. Ouais. Et vous avez signé une entente qui est aussi historique, oui, qui est un écho à la Grande Paix de 1701, qui est la paix des Braves de 2001. Qui est un document exemplaire, tellement que les Nations unies se sont inspirées de ce document de la paix des Braves pour la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones. Alors, c'est pas rien, le Québec est exemplaire, pas juste au Canada, dans le monde. Alors, Et ce que j'ai appris il y a un an ou deux, c'est qu'en 10 ans de paix des Braves, le niveau de vie des Cris a rejoint celui du Québec. C'est pas rien, là. Parce que la pauvreté, ça engendre la violence, l'alcool, la drogue. Tout ça, c'est réglé, c'est les Cris à cause des effets de la paix des Braves. Donc, de nation en nation, d'égal à égal, les yeux dans les yeux. c'est ce qu'on a pu faire avec un demi-État par rapport à notre relation avec les Autochtones. Ouais. Et imaginez ce qu'on pourrait faire avec un plein État souverain. Ben ça, j'ai toujours pensé ça, évidemment, profondément. Mais est-ce que eux... D'ailleurs, Ted Moses a demandé à son peuple de voter pour le Parti québécois. C'est ça. Donc, chez eux, chez les Autochtones, qu'on nous présente comme très liés au fédéralisme, en fait, il y a parmi eux des gens qui pensent que ce serait peut-être mieux que s'allier qu'un Québec souverain. Tout à fait. Ted Moses avait demandé à son peuple de voter pour le Parti québécois. Il y a des gens extraordinaires comme Roméo Saganache qui ont été mêlés à ces opérations-là.
Roméo a eu l'intention de se présenter pour le Parti québécois même. Puis après ça, il s'est présenté pour le NPD parce que les élections sont arrivées plus vite, mais peu importe. C'est un homme extrêmement sympathique, un juriste et très sérieux. OK. Très intéressant. Merci, M. Landry. Ça me fait plaisir. Et on a vu dernièrement dans Le Devoir, Ted Moses, hein, qui avait ce témoignage-là. Ça confirme que ce qu'il me disait avec, sur mon petit téléphone, il disait, gars, ça a changé beaucoup. Parce que Ted Moses, ces gens-là, il faut comprendre qu'encore en 1999, en commission parlementaire sur la loi sur les droits et prérogatives du peuple et de l'État du Québec, la loi 99, ces gens-là sont venus en commission parlementaire avec la hache de guerre. Là. OK? Et là, 2 ans plus tard, avec Landry qui rétablit cette paix des braves-là, c'est pas, tu sais, je veux dire, je vais faire une blague, là, mais c'est pas la paix des momounes, hein. Ils disent, regarde, on est 2 peuples, on a une histoire, OK? Puis c'est au nom de cette histoire-là qu'on doit se réconcilier, puis l'offre de Landry était très généreuse, et cette entente-là est devenue un modèle aux Nations Unies pour les autres. OK? C'est ça l'affaire. Ça fait que on est dans le lac d'État qui a de l'envergure. OK? Pourquoi? Parce que ça débloque l'horizon sur la partition. En tout cas, ça amoindrit ces possibilités-là. Et ça, c'est dans le grand jeu, là. On est dans le grand jeu. OK? Et ça s'inscrit dans une perspective historique parce que M. Landry a aussi une formation classique. OK? Il y a la perspective de l'histoire, puis pourquoi ils appellent ça la paix des braves, c'est 2001, c'est un écho à la paix, à la grande paix de 1701. Et cette grande paix de 1701, elle était promise au moment où Champlain fait contact. Et puis là, c'est bon de rappeler ça parce que on est dans une espèce d'époque où l'homme blanc fait du mal aux Autochtones, c'est épouvantable, puis nous autres, on est des hommes blancs, donc on est... Non, mais gars, on va juste marquer un peu la réflexion, là, en disant que notre relation a rien à voir avec celle qu'ont eu les Espagnols, les Anglais. Et puis, quand est-ce que ça a commencé, tu sais, les gens ne savent pas ça. Quand je le dis, là, les gens sont incrédules. En 1602, il y avait, avant que Champlain arrive, en 1602, celui qui allait devenir son capitaine, okay, du Pont-Gravé, il amène 2 Indiens. À l'époque, c'était le terme, là, 2 Indiens en ambassade à la cour d'Henri IV. Ils sont reçus à la cour d'Henri IV. OK? Et là, Henri IV fait une entente avec eux autres. Il dit, nous, on veut aller faire une colonie sur votre territoire, et puis, vous avez des ennemis, parce que ces Autochtones-là, ils ont été repliés parce qu'ils étaient en conflit avec les Iroquois, puis bon, ça jouait dur, très, très dur. Alors, bref, là, ils ont un allié. Fait que là, quand ils vont revenir, en 1603, Champlain, du Pont-Gravé, les ramène à Tadoussac, puis là, ils vont dire au grand chef Anada Bijou, on a été très bien reçus par le grand roi. Tu comprends que le roi reçoit ces gens-là, il ne se demande pas s'ils ont un âme. Tu sais, il reçoit, non. Et puis, c'est de nation en nation. Ça commence là, OK? C'est ça, là, la paix des braves, c'est de nation en nation qu'on est revenu. Fait que, c'est ça. Donc, là, quand il arrive, tu sais, Anada Bijou dit, fort content d'avoir sa dite majesté comme ami. Fort est-ce que sa dite majesté peupla leur terre et fit la guerre à leur ennemi. Tu comprends? Et on a eu le droit de peupler la terre. On est les seuls Européens à avoir eu cette relation-là. Et là, il fallait aller à la guerre pour défendre nos alliés. C'est ça l'affaire. Et donc, là, c'est au péril de la vie des Français, là, parce qu'ils vont être au front. Tu comprends? Et donc, il y a, à ce moment-là, le grand chef Inou qui s'appelle Capitanal.
capitanal, il dit « Vos fils marieront nos filles et nous formerons un nouveau peuple. » Tu vois, là? OK? Dans le fameux livre de David Hackett Fischer, Le rêve de Champlain, il dit « Partout où agit Champlain, la relation entre Français et Amérindiens a été fusionnelle. » Tu sais? Ça, c'est un Américain. Il y a un autre Américain, historien du 19e siècle, qui s'appelle Francis Parkman, qui avait une très bonne opinion de nous. Il dit « La civilisation hispanique a écrasé l'Indien, la Britannique l'a méprisé, ignoré et tué. Et nous autres, on l'a chéri. » Fait que, on nous arrive avec des histoires de l'homme blanc qui a magané. Et là, c'est tout ça que nous rappelle Landry avec sa paix des braves, puis comment il débloque des perspectives, puis comment il sert la cause, parce qu'elle a une portée considérable à cause des menaces de partition auxquelles les Inuits se seraient mêlés. OK? Puis que les cris, puis tu comprends? Puis au moment où lui il négocie, parce que là, quand il leur a dit, écoutez, les cris sont en train de bloquer les projets de la baie James avec, ils ont tout leur service juridique, c'est des avocats de Toronto, sont en train de leur siphonner leur argent. Puis eux autres, ils jouent un double jeu parce que en réalité, ils sont dans un braquage contre la nation française ici. Là. On comprend ça assez facilement. Tu comprends? Jusqu'à ce que Landry les réveille et dit « Hey, arrêtez de faire les poches par eux autres. Regarde, le compteur va tourner éternellement. Là. OK? » Il dit « Regarde, on va s'asseoir là, puis on va s'entendre. Puis voilà, nation à nation. » C'est là que ça s'est fini. Ils ont flushé le monde de Toronto. OK? Fait que ça, c'est un des actes que Landry... Puis ça, c'est à cause que lui, il dit... C'est une question de volonté politique. À un moment donné, tout le monde sont là autour d'une table. Ouais, qu'est-ce qu'il y a à faire? Oui, je ne sais pas, peut-être. Lui, c'est non, regarde, on est de nation en nation, on a un historique, voilà, on va s'asseoir, puis, tu comprends-tu? C'est Henri IV, tu comprends? C'est ça. C'est une question de volonté politique, puis tu es en train de poser un acte qui a de l'envergure. Tu n'as pas besoin de discuter avec le sous-ministre, puis c'est là qu'on s'en va, merci, bonjour. Ce leadership-là est exemplaire, puis il nous ramène dans l'histoire, tu sais. M. Landry, c'est ça, tu sais, mais c'est pas juste ça. Il était sur d'autres tableaux aussi, tu sais, comme il y avait un quartier dans le Vieux-Montréal qui était complètement désaffecté, etc. Et on était dans un contexte où apparaissaient les premiers éléments d'une économie numérique. Donc, lui, il a compris tout ça, là. Puis là il a dit, ça nous prend une stratégie d'envergure pour créer une masse critique sur cette thème-là. Mais là, regarde, le monde, ça ne sait même pas de quoi tu parles. Tu sais, je veux dire, c'est ça, sa dimension. Fait que là, il était avec un bonhomme super brillant, il dit, tu sais, les subventions aux entreprises, il y en a de tel type, d'autres. À un moment donné, ça devient très compliqué pour une entreprise de dire quelle aide que j'ai besoin, puis là tu n'arrêtes pas de remplir les papiers. Là, les autres, ils avaient convenu, Landry, de dire, regarde, tasse tout ça, ils emploient quelqu'un, ils émettent un chèque, on donne une partie du montant du salaire, merci, bonjour, le reste, je ne veux pas le savoir. Fait que là, tu es sûr que tu as créé une job quand tu fais ta subvention. Sinon, tu peux donner des subventions comme on voit les bombardiers. Oups, ils sont partis. Tu comprends? C'est comme ça. Alors donc, cette stratégie-là, c'était brillant. C'était très brillant. Là, les entreprises disent, OK, parfait, ils donnent tant de pourcentage du salaire. On peut prendre une chance de voir si on peut s'installer là. Surtout que l'immobilier n'était pas cher. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Là, ça a tout levé. Là. Fait que là, tu as des dizaines de milliers de personnes autour de ces industries-là. Des jeunes, c'est des bons salaires, c'est allumé. T'sais, on est le 5e centre au monde. T'sais. C'est juste que, regarde, quelqu'un dit, c'est ça, on s'en va là. C'est ça qui se passe. C'est pas on se cache derrière des fonctionnaires puis ils m'ont conseillé de. Tu sais, tu te caches pas là, tu t'assumes un leadership, tu sais. Puis qu'est-ce qui se révèle
dans son départ à M. Landry, c'est toutes ces dimensions-là qu'on avait oubliées. Parce qu'on voyait le bonhomme qui arrivait dans des activités militantes, puis il disait « Oui, je suis militant, tout ça », mais il y avait beaucoup de modestie là, parce que, regarde, il y a tout un parcours. Commence, il y a une anecdote que j'ai lu quelque part, OK? Puis c'est au moment de la création de la caisse de dépôt. Tu avais l'équipe, tu avais Bernard Landry qui était l'environnement, mais qui était un petit jeune, tu sais. Puis tu as Jacques Parizeau. Puis t'as Jean Lesage. Puis Jean Lesage, il ne voulait pas avoir nécessairement une caisse publique. Autrement dit, tes fonds, ils auraient été recueillis puis gérés par Toronto. Tu comprends? Une caisse privée, tu sais. Fait que là, ils ont réussi à convaincre Jean Lesage en l'emmenant en France. Ouais, la caisse de consigne, caisse de dépôt de consigne de France, pour voir c'était une caisse publique, puis comment c'était un levier important, puis tout ça. Puis il s'est organisé avec le service de protocole français pour que, lui, était un peu prétentieux, Jean Lesage. Bon. Là, ils l'ont reçu comme un chef d'État. Tu comprends-tu? Je veux dire, il est revenu, oui, la caisse publique, mais il arrive que Ottawa est en train de faire son régime de pension fédérale avec, ben là, puis là, le Québec là-dedans, plutôt que de dire non, on ne veut rien savoir, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont participé à, tu comprends, jusqu'au moment où le fédéral est à mur, eux autres, ils avaient cueilli un paquet d'informations du fédéral, puis au moment où le fédéral était sur le point d'annoncer qu'ils mettaient toute la structure en place, pan-national, incluant le Québec, là, eux, ils ont dit qu'il faut absolument que nous, on fasse une déclaration à l'effet qu'on a créé notre caisse de dépôt et que donc, on n'est pas là-dedans. Parce que s'ils laissaient l'Ottawa faire sa première annonce, puis après ils disaient « Ah non, nous autres, on sort de là », ça devenait compliqué. Ça fait que là, si tu as préséance, ils sont dans le fait accompli, il faut qu'ils s'ajustent. OK? C'est comme ça que ça se fait un État, tu sais. Ça fait que là, il arrive que là, on arrive à un moment critique où ce que vraiment, il faut que ça arrive, là. Fait que Jean Lesage, dans un avion, va arriver à Québec, et là, ils vont dire, il ne faut pas qu'il sorte de l'avion. Il faut qu'on l'emmène le communiqué de la création de la caisse de dépôt. Jean Lesage, pour prendre de ça, là. Puis celui qui a écrit le communiqué, c'est Bernard Landry, à 2 doigts sur un pointeur, tu comprends? Tu sais, la caisse de dépôt est créée de même, là. Tu sais, le gars, il a 2 doigts sur le typewriter, puis il écrit. Puis là, il dit, il sort pas de l'avion. Ils ont monté dans l'avion, ils ont dit, gars, il faut tout de suite se prononcer, communiquer. La création de la caisse de dépôt. La caisse de dépôt a été créée comme ça. Tu sais, Jean Lesage sort. Ah non, ça, la caisse de dépôt, blablabla. Bla, bla, bla. Tout ce qu'il y avait comme actif, c'était un crayon. Celui qui était le PDG de la caisse de dépôt, il dit au départ, là, tout ce que j'avais comme actif, c'était un crayon. Voilà, c'est ça, là. C'est ça, ça vaut. Il y a 300 milliards d'actifs maintenant. Puis il y avait une idée de l'autre façon de voir le bien public qui était dans la réflexion politique de la Grèce antique. Tu sais, c'était des grands thèmes. Tu sais, et en plus, en apprenant le latin et le grec, il y avait l'étymologie des mots. Les mots, c'est tellement important quand ce que tu utilises comme mot. Ben oui, parce que ça porte quelque chose. Il ne faut pas que tu sois confus. Tu es dans les racines, tu es dans les structures de toute la pensée, puis c'est très cohérent. Là, je veux dire, ça a passé l'épreuve des siècles. Bon, ces gens-là, ils baignaient là-dedans. Alors que la génération qui suit, c'est je suis un économiste. Ben oui. Tu es un technicien. Qui est Shakespeare? C'est ça. Quelle est la portée de telle phrase, tu sais? C'est ça, là, parce qu'on... Fait que comment veux-tu te déprendre du piège dans lequel tu es enfermé en tant que nation? Comment veux-tu faire face à des oligarques
Quand t'es si peu équipé. Ben oui, c'est ça. T'as rien compris, puis que les pions politiques qui le contrôlent te parlent, puis tu dis oui. Tu sais, comme, gars, on voit apparaître Justin Trudeau. Ah, il est cool, il est jeune. Ah, tu sais, il est de notre génération. Regarde le Toto. Tu sais, regarde, Pipeline, lui, non seulement il est pauvre, il la jette. Tu sais. L'autre pipeline, tu sais quoi le pipeline de Trudeau, là? Tu sais? Parce que pour les petits gauchistes, que Trudeau, il est dans... Le pipeline, c'est l'évasion fiscale. OK? Légalisée. Le Canada okay? est un grand paradis fiscal. Ben oui, mais regarde, c'est un pipeline, regarde ça. OK? Fait que toute sa clique à lui, là, OK? C'est une grande fortune, hein, les Trudeau? Ben oui. C'est une grande fortune. Ben oui. OK? Fait que, regarde, lui, son club, c'est celui-là. Exact. Son vrai club. Ouais. Il va venir sur la rue faire des tatas à des gens qui ne sont pas capables de faire une analyse. OK? Ils sont juste dans l'émotion puis dans l'image. Exact. OK? Puis dans l'événementiel, à la surface de. Tu comprends? Puis là, il donne des leçons. Il donne des leçons. T'es pas ouvert au monde. T'es raciste, t'es pas tolérant. C'est ça. Alors, t'es pas en train de comprendre que le multiculturalisme, c'est d'abord une stratégie de Trudeau pour nier notre existence. Fait que tu peux être plus raciste que nier l'existence de l'autre. Tu comprends-tu? T'es une non-entité. Tu comprends-tu? T'es une nobody. Et les premiers à disparaître, c'est des patriotes comme M. Landry. C'est ça. Je sais pas si t'as entendu, mais ils lui ont demandé, hein, si vous voulez qu'on se souvienne de vous, qu'est-ce que serait le mot, puis il a dit, c'est le mot patriote. Ben oui, c'est ça. T'as une patrie, tu l'aimes. C'est devenu, odieux d'aimer sa patrie. Exact. Tu comprends comment ils ont fabriqué le langage, puis le discours, puis là, tout participe de ça. Puis un qui fait une très bonne analyse de ça, je peux te dire, c'est David Leroux. Anesthésie générale, oui. Oui, c'est ça. Tu sais, comment ils t'amènent dans... Ils te font baigner dans une narration qui te déracine de toi-même, de ton histoire, de ta famille, de peu importe quoi, des valeurs fondamentales, tu sais. David Leroux a expliqué, à un moment donné, avec moi en entrevue, que même dans les universités, ça part de là. Ben oui, les berceaux, là, où est-ce qu'il y avait le débat avant, Socrate et Platon, ça commence là, Ben oui, puis c'est ça. Puis lui c'est parce qu'il comprend ça, parce qu'il baigne dans une culture classique. Oui, aussi. Okay? Donc, il peut tout décoder ça, comme M. Landry pouvait le faire, comme M. Lehey pouvait le faire. Tu vois? C'est ça. C'est des pertes, ça. Ça, c'est des pertes, ça. Comme capacité intellectuelle de se défendre contre le globalisme, là. Écoute, c'est pas l'économie du HEC là, qui va nous... qui va nous donner les éléments pour se défendre contre ça. Le pire, c'est que tu regardes la gauche sociétale maintenant, okay, supposément contre les riches, puis là, en réalité, ce sont les alliés des oligarques globalistes sur des points qui sont fondamentaux, là, des fondamentaux, c'est-à-dire, c'est des points où tu dis, il n'y a plus de frontières. Exactement. Ben, regarde, c'est exactement ce que les globalistes veulent, qu'il n'y ait plus de frontières. Puis toi, tu es au front avec eux autres pour dire, ouais, il n'y a plus de frontières. Mais comment tu vas défendre le bien public si tu n'as pas l'État avec sa frontière nationale pour parer à l'injustice qui va venir, tu sais. Exactement. C'est ça. Là, tu n'as plus de frontières, tu n'as plus de filiation, tu n'as plus d'histoire, puis toute personne qui se dit patriote, moi je veux défendre ma patrie contre tous ces projets-là, ben là, tu es un raciste, tu es un xénophobe. Tu comprends que leur langage, tout ça est compatible, ils se fondent les uns aux autres, les globalistes. Ben, ils se tirent dans le pied constamment, mais ils ne comprennent pas. Ben oui, mais ils ne peuvent pas le comprendre. Ben non, ils peuvent pas. Ils n'ont pas la formation pour. Aucune. OK? Mais ils ont le pouvoir. Hein? Oui. On leur passe le pouvoir. C'est ça. Puis l'autre groupe qui pourrait, mettons, brasser un peu la réflexion, c'est les médias, mais ils sont complètement... Non, c'est nous non plus. OK? Ils sont complètement soumis à une narration du monde qui est une dissolution des nations.
puis un démantèlement des États. La même chose que les autres. C'est ça, exactement ça. Ils sont tous sur cette grande page-là. Puis, dans son livre, lui, c'est ça, il dit, gars, ils ont réussi à nous anesthésier. Oh oui, ça s'appelle ça. Oui, c'est ça. Lui, gars, c'est pas 2000 pages, là. Hein? Non, Gars, c'est ça. Tu sais, payer 15 $, c'est 15 $ bien placés. Mais tout pour revenir à M. Landry, puis lui, c'est la relève, ça. Lui, il a trempé dans la formation classique. Oui. OK? Lui, il peut tout décoder ça, les autres. Puis là, on dit de lui, ça doit être l'extrême droite, un fasciste. Oui. OK? Ils vont le dénigrer alors qu'il nous dit, si vous voulez vous défendre contre cette dissolution-là, gars, il va falloir que vous allez revoir vos classiques. On n'est pas fasciste, mais on est fâché. Ah. OK? Qu'on s'est fait... Oui, mais c'est pas... Il dit... Lui, il dit, regarde, il faut se structurer pour pouvoir se défendre intellectuellement contre cette narration-là qui nous... Ça peut prendre une couple de décennies. Ben oui, parce que ça fait au moins 2-3 générations qui fabriquent des cancres. OK? Sauf quelques rares qui ont décidé de se mettre au classique. Ça, c'est le portrait actuel. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Et donc, on comprend pourquoi la détermination de M. Lehir, M. Landry, où ça trempait, là. OK? Et c'est là, c'est ça qui est... Ça, c'est une perte. Ça, c'est une perte. Parce que des hommes comme ça... On conçoit beaucoup, là, c'est quoi? Pourquoi? C'est vraiment une perte. C'est vraiment une perte. C'est vraiment une perte parce que... Tu sais, ça se fabrique pas. Tu t'en vas pas à l'Université du Québec 3 ans, puis sortir de là avec une culture classique. Surtout pas de ce temps-ci. Tu sors de là, tu es un parfait zombie. Exactement. Tu es en train de répéter des slogans creux. Ben oui, quand tu dis ça, il faut que tu frappes sur les... C'est le lieu d'ouverture du débat, c'est en principe l'université. Avant même que les sociétés arrivent à faire le débat parce qu'ils n'ont pas le courage de le faire, il y avait des gens dans les universités qui avaient déjà ouvert les portes parce qu'il y avait un espace. Mais ces portes-là, ils sont toutes fermées. Comprends-tu? Dans le temps, les gens allaient courir à Alexandrie pour aller s'instruire. Ben oui, tu te baignais dans ça. Dans cette ouverture-là, tu comprends-tu, du débat? Mais là, non. C'est ça. Ben non, c'est ça. Là, c'est rétréci, tu sais. Les marches des HEC sont sponsorisées. Ben oui, c'est ça. On forme pour... Ben oui, pour l'économie, et non pas pour la politique. Pour la politique. Tu formes pas des citoyens, tu formes des clients. Oui. Tu sais, des usagers, puis des prestataires de services, puis des gars, tu formes ça. Tu n'es plus un citoyen, là, puis savoir... tu t'interroges sur les affaires de l'État, de la cité. L'État succursale. C'est ça. L'État devient au service de que voulez-vous de nous? On va vous les former, on va vous les brainwasher, on va vous les conditionner, et puis ils vont venir rentrer dans votre grande roue. C'est la dissolution du politique dans l'économique. C'est ça, c'est comme ça que ça peut se résumer. OK? Alors donc, comment, puis ça, ceux qui ont comme lui, David Leroux, c'est une génération qui suit, qui est rare. T'sais, parce que, t'es un jeune qui arrive, puis comment il synthétise ça, comment il décode tout ça, comment il voit où on peut mener le combat avec les instruments intellectuels appropriés pour le faire, OK? Là, tu sais, il y a un peu d'espoir, mais méchante côte, parce que ta gare, les zombies là, intellectuels là, sont légion. Légion. Ça n'a rien à voir avec la capacité de l'instruction. C'est qu'à un moment donné, tu peux même plus t'interroger, faire le débat sans te faire matraquer. Tu comprends-tu? Donc, tu es réduit dans l'enclos de la rectitude politique. Puis, si tu sors de là, on dirait que, tu sais, comme les vaches qui vont proche de la clôture, il y a un bâton électrique, c'est ça. Donc, c'est ça. Mais il y a des gens qui ouvrent cette porte-là, puis qui partent, puis c'est là que commence l'aventure intellectuelle. Et c'est ça que je vivais avec M. Lehir pendant
plusieurs années. Tu comprends? Ça fait que là, tu te formes, tu sais. Moi, heureusement, j'ai pas été formé à l'université, tu sais. Dans ce cas-là, dans la modernité, là, tu sais. Fait que... C'était un autodidacte, toi. Ben oui, fait que c'est ça. Fait que là, mais au moins, j'avais une idée de ce qu'étaient les racines du classicisme. Oui. Le classicisme, parce que j'ai quand même... un lecteur. Hein. Puis quand j'étais jeune, c'était ça la référence. C'était ça, exact. Même si moi, j'étais pratiquement un analphabète, là. Mais il y en a d'autres qui allaient, mais je savais que ça existait. Puis je savais que c'était sérieux. Tu comprends? Puis j'avais une grande déférence pour ça. Puis c'est pour ça qu'avec M. Lehay, il demandait, appelle-moi Richard, tout ça. Non, M. Lehay. Je l'appelle M. Lehay, parce que pour moi, c'était. Tu comprends? Il y avait une déférence. Il y avait une déférence. Il y a des gens qu'on appelle monsieur, comme M. Parizeau. Il y a des gens que. Fait que c'est ça, c'était correct. Ça n'empêchait pas qu'on pouvait se brasser et avoir du fun. Oui. Tu sais, oui. Personnellement, j'aime même pas faire l'édition de ces émissions parce qu'il y avait beaucoup de... mais je les faisais quand même. Il y avait quelque chose à nous dire. Ah ouais, c'est ça. Lui, c'était important. C'était important d'amener le plus d'éclairage possible sur différents aspects puis faire voir ça. On a eu l'occasion, je pense, d'en parler dans les émissions qu'on avait faites ensemble sur l'importance de cette formation classique-là. Puis au niveau culturel, qu'est-ce que ça donne? Tu sais, je veux dire, tu es capable de... Peu importe. OK. On va terminer là-dessus. Qu'est-ce que tu comme... C'est un grand vide. C'est un grand vide, mais on a tellement été présents dans l'esprit les uns pour les autres qu'il y a quelque chose qui nous habite encore et qui va nous porter. Et c'est ça qui nous amène à continuer la lutte. Et c'est moi qui m'amène à t'interviewer aussi souvent parce que je vais recommencer encore. Il faut que tu continues de parler. OK. Merci, Jean-Claude. Salut tout le monde. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel.